Bonjour dans le Café du Commerce, bienvenue plutôt dans ce Café du Commerce qui fait le buzz à la Pointe de Bretagne, parce qu'aujourd'hui nous avons la députée Liliana Tanguy du mouvement EPR, Ensemble pour la République, députée de Pont-l'Abbé Douarnenez, Pierre-Yves Cadalin, député LFI de Brest et Bonjour. alentours. Oui, tout à fait. Et puis nous avons également le sénateur des Côtes-d'Armor, les Républicains, Alain Cadec. Merci d'avoir fait le déplacement, Alain. Je sais que la route est longue. Oui, 150 km en effet. Bravo, bel effort. Et Martin Vaugout, qui lui vient du siège du journal et qui est journaliste politique. Il y a une petite route aussi. Voilà, une petite 60aine de kilomètres. Mais c'est bien, c'est bien. C'est une habitude à prendre. Alors, nous allons parler... Ah pardon, j'oubliais Florent de Kersauzon, parce que je l'oubliais, parce qu'il est en visio du Morbihan, de sa bonne ville de... C'est quoi ? Trinité-sur-Mer. La Trinité-sur-Mer, le fief des Le Pen, voilà. Eh bien donc, Florent de Kersauzon du Rassemblement National qui interviendra pendant l'émission. Alors, juste un mot pour démarrer, on va parler du match France-Israël qui s'est bien passé. Ça a suscité beaucoup de critiques sur la France insoumise, sur l'antisémitisme supposé de la France insoumise. Aurore Berger vous a attaqué assez durement, à la suite d'ailleurs d'une attaque du député de Logu. Bon, voilà, tout ça est un peu retombé, mais avant ça, il y avait eu le tweet de Marie Messmer, la députée Marie Messmer, qui avait suscité beaucoup de controverses. Qu'est-ce que vous pouvez en dire maintenant que le soufflet est un peu retombé et que le match s'est bien passé? Eh bien, si vous voulez, bon, déjà, il y a eu des incidents qui ont fait hier peu parler, mais qui tout de même existaient, hein, avec des supporters israéliens assez extrémisés en soutien au génocide à Gaza, qui ont agressé d'autres supporters. Et par ailleurs, jamais je n'accepterai que nous disons qu'il y a le moindre soupçon sur l'antisémitisme dans notre force politique, jamais. Ce pourquoi nous étions en faveur de l'interdiction du match hier, c'est parce que pour nous, il est absolument inacceptable, alors qu'un génocide a lieu à Gaza. L'ONU l'a dit hier, le comité spécial de l'ONU l'a dit, 96% des Gazaouis sont en situation de famine imminente. Eh bien, il était insupportable de laisser cela dans une situation de silence assourdissant. Donc, il fallait poser un acte clair. Et cet acte, déjà, pouvait commencer par interdire le match hier. Je pense que là, il y a quelque chose d'essentiel. Défendre le droit international. Sur la notion de génocide, il y a un débat, même si ce qui se passe à Gaza est affreux, tout le monde en convient, c'est un véritable carnage. L'ONU a reconnu cela hier. Voilà. Et donc, Liliana Tanguy, et après Alain Cadec, puisque le ministre Bruno Retailleau, dont vous êtes proche, a estimé qu'il fallait absolument que ce match se tienne. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord, Liliana Tanguy? Moi, je pense que c'est une bonne chose que le match ait lieu, parce que c'était aussi une manière de montrer le soutien de la France et en particulier de la classe politique aux attaques aux Israéliens et aux Israéliens aussi et français de confession juive, les Juifs de France. C'est très différent. Vous vous souvenez de ce qui se passe à Gaza, monsieur, madame ? je vous ai pas interrompu. Je pense que c'est important de montrer le soutien tant aux Juifs de France qu'aux Israéliens, mais aussi de prôner en fait une désescalade. Du 7 octobre. Oui, mais ce que je souhaite dire aussi, c'est qu'il faut prôner une désescalade des tensions dans cette région. Et la meilleure façon, c'est de faire en sorte que nous prônions en fait une justice pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. Et ne pas mettre de l'huile sur le feu et ne pas, j'allais dire, entretenir la haine du juif ou la haine du palestinien. Alain Cadec. Mais personne ne fait ça, non, c'est vraiment insupportable. Que pensez-vous ? Vous appelez Alain Cadec ? Ah non. Que pensez-vous de la décision de la Cour internationale de justice ? Non, c'est pas grave. Les uns après les autres, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si vous permettez, je rebondissais, c'est un débat. Je vais la prendre. Oui, mais chacun s'exprime d'abord. Tout à fait, allez-y. Tout simplement pour dire que d'abord sur le plan sportif, c'est une catastrophe ce match. Sauf pour Israël. Enjeu géopolitique mineur. Qui a réussi un nul exceptionnel. Bon. Sur le plan sportif, c'était plutôt l'anecdote. Par contre, je pense qu'il fallait que ce match se tienne, et en France, bien entendu. Même si on peut, et à juste titre, à raison, critiquer l'État d'Israël comme
comme comment dirais-je, les terroristes. C'était l'idée qu'il ne fallait pas céder à la soumission. Il y aurait eu un risque de soumission. Quand j'entends M. Kadhafi qui nous dit qu'il n'y a pas d'antisémitisme chez LFI, je tombe de l'arbre. J'ai pas dit que tous les membres de LFI étaient antisémites. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais il suffit de regarder la télévision, lire les journaux, regarder les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, c'est une. Quel insoumis a été condamné pour antisémitisme? C'est une Quel vérité. propos antisémites pouvez-vous nous partager? C'est en cours. Non, Madame certainement. Ercilia Soudet, M. Delogu. Ils sont en cours. D'ailleurs, la déclaration qu'on lui a prêtée est inventée. Elle n'est pas au compte rendu qu'il n'y a pas d'antisémites chez les filles, ça me paraît invraisemblable. Non, c'est inadmissible ce que vous dites. Nous, c'est toute une vie d'engagement. Toute une vie d'engagement contre le racisme et contre l'antisémitisme. Les républicains radicaux dans ce pays. Nous, par contre, on est des racistes et des antisémites. Du côté de Jaurès, de notre côté, du côté des décisions du droit international, monsieur, la Cour internationale de justice a pris une décision en mai 2024 sur la base de la Convention de prévention du délit. Si vous permettez, je continue à animer le débat. Et donc, je passe la parole à Florent Kersozon en direct de la Trinité. Alors, un petit mot sur le match. Écoutez, je suis très content que ce match ait eu lieu et que tout ça soit bien passé. Je n'ai pas d'autres commentaires que ceux qu'a fait Alain Cadec et Madame Tanguy qui ont dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Bon, alors ensuite, Martin Vaugoud, vous avez fait un papier, vous, sur Marie Mesmer, députée. C'est pas moi, c'est mon collègue. Bon, enfin, c'est la rédaction du siège qui a fait un papier pour un peu résumer toutes les réactions qu'ont suscité son tweet, notamment une réaction assez virulente du président du Conseil régional, Loïc Chéléginard. Comment est-ce que vous avez évalué cet événement qui a fait, ce tweet qui a fait beaucoup jaser dans la France entière depuis le début de la semaine dernière? Ce que je trouve frappant, c'est que finalement les esprits s'échauffent. Et s'échauffe souvent sans que les faits initiaux soient parfaitement établis. C'est le rythme de l'actualité. C'est ce qui s'est passé à nouveau cette fois-ci. Après, les positions des uns et des autres, on va dire qu'elles ne sont pas surprenantes. Effectivement, la France insoumise tient grosso modo le même discours depuis l'attaque du 7 octobre. Et je pense que le fait qu'il faut aujourd'hui avoir en tête, c'est le nombre d'agressions antisémites en France. Je pense que ça qui a explosé en un an, plus de 100%. Et je crois que si on n'a pas finalement cette donnée-là en tête, on raisonne mal. Il faut l'avoir. Ensuite, vous l'avez dit, vous l'avez tous répété. Bon. Ce qui se passe à Gaza, tout le monde le sait. Mais je pense un mot parce que je passe à un autre sujet. Nous condamnons absolument tous les actes antisémites. Nous condamnons toutes les formes de violence. Ça a été extrêmement clair dans nos expressions. Et par contre, là, il y a eu une faillite médiatique de la couverture. BFM, par exemple, aujourd'hui, reconnaît que les images d'Amsterdam, qu'il disait être des images de lynchage d'Israéliens, en fait, étaient des images qui, en fait, couvraient les hooligans israéliens eux-mêmes, qui étaient en train de taper d'autres gens. Donc, si vous voyez, il y a eu une faillite médiatique de la couverture de l'événement. Il y a un superbe papier d'arrêt sur image. Votre collègue Daniel Schneiderman. Il y a eu des images. Votre collègue Daniel Schneiderman, avec l'arrêt sur image, a créé un superbe site où il y a un magnifique papier sur Amsterdam. J'invite ceux qui nous écoutent à écouter. C'est rien passé à Amsterdam. Si, mais personne n'a jamais dit ça. Mais il y a eu des provocations. Il y a eu des provocations, des cris, mort aux Arabes, un taxi qui a été agressé. Il y a un chauffeur de taxi qui a été agressé. Mais en face, vous avez des dizaines de juifs qui ont été poursuivis jusqu'à leur hôtel. Toutes les agressions, toutes les formes de violence. Mais lorsqu'il y a ce club de supporters qui revient à Tel Aviv en chantant à la gloire des bombes qui tombent sur l'école à Gaza, ces images elles circulent. Oui, mais ce qu'on Pierre Cadalin, on va pas nous défendons. On va pas faire toute l'émission là-dessus, Pierre Cadalin. Oui, mais tout de même, semble-t-il, les agressions des supporters juifs et pas forcément des hooligans du Maccabi auraient été organisées, préméditées, commanditées. C'est ce que disait le journal dit Télégraphe. Mais regardez, il y a eu des agressions antisémites inacceptables, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu les hooligans aussi qui, eux, avaient un agenda politique aussi anti-arabe et raciste. On va arrêter là et on va passer. Il faut voir aussi le tableau dans son ensemble et défendre le principe de droit, le droit international, l'égalité. Le sujet du jour, merci, c'est le procès de Marine Le Pen qui a eu
une première scansion hier, donc avec les réquisitions du procureur qui la condamne à 5 ans d'inéligibilité, mais surtout ce qui fait bondir au sein du Rassemblement national, à commencer par Marine Le Pen, c'est la volonté du procureur, et là encore, je le répète, ça n'est pas le jugement, qui n'interviendra sans doute que début 2025, de décréter, dès lors qu'il serait pris, une exécution provisoire qui ne lui enlèverait pas son mandat de député, mais l'empêcherait de se présenter à la présidentielle et donc serait perçu comme un déni de démocratie. Tout de suite, Florent de Kersauzon, votre réaction? Ma réaction, c'est que d'abord, les faits pour lesquels on cherche à condamner Marine Le Pen sont plutôt dérisoires. D'ailleurs, Bayrou a été acquitté pour avoir fait quasiment la même chose. Alors, déjà, la peine qui est réclamée paraît excessive, mais assortie de l'inéligibilité avec l'exécution provisoire, c'est carrément s'attaquer au suffrage universel, puisque c'est d'essayer d'empêcher Marine Le Pen de se présenter. Ça aurait donc des conséquences tout à fait excessives par rapport aux faits sur les échéances démocratiques à venir. C'est une négation du suffrage universel. J'ai entendu. Les procureurs agissent comme si vous voulaient tuer le RN. Alors, ne vous étonnez pas si les électeurs vous répondent. Ils vous répondront avec force. On peut se demander d'ailleurs si le RN ne va pas changer un peu de stratégie. Vous voyez, la fameuse stratégie de respectabilité, la stratégie de la cravate, sous l'effet de l'élection de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que cette stratégie ne va pas être remise en cause? Liliana Tanguy, votre réaction? Oui, tu veux dire l'effet sous l'élection de Trump, il a défié les institutions. Il a enlevé sa cravate, il a gardé sa cravate rouge, mais il a défié les institutions américaines et il a été élu. Donc certains s'interrogent au sein du RN. Non, mais si tu veux, tu comprends que si on condamne Le Pen à 5 ans d'inéligibilité sur un truc comme ça, quand on va juger les gars qui ont fait les 3 000 milliards de dettes, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur couper la tête? Oui, mais en fait, là, le sujet pour l'instant, c'est surtout la question de l'exécution provisoire. Liliana Tanguy, vous seriez pour l'exécution provisoire, vous, ou pas? Oui, parce que moi, j'ai voté la loi que nous avons de 2017, d'ailleurs que Madame Le Pen, pour laquelle elle s'était abstenue, parce que nous voulons justement faire en sorte que les citoyens aient confiance dans la vie politique. Et là, les juges amèneront leurs décisions en temps nécessaire, mais moi je pense que mais à force de vouloir laver plus blanc que blanc, vous n'avez pas peur quand même de là il y a révolution. Il y a abus de fonds publics quand même. Oui, peut-être, mais il y a 11 millions d'électeurs du RN. Oui, mais je suis désolée, personne n'est au-dessus des lois. Personne n'est au-dessus des lois et je pense que la loi doit s'appliquer. On a entendu, pas tous à la fois. On a entendu Liliana Tanguy. D'abord, il faut rappeler que la loi de 2017, elle est consécutive aux errements de Jérôme Cahuzac. Et de M. Fillon. Vous vous rappelez? Il s'agissait en l'occurrence d'un enrichissement personnel. Bon. Il ne me semble pas que dans ce cas précis, il y ait d'enrichissement personnel. Cependant, c'est la loi. On vit dans un état de droit. Il y a une loi, il faut l'appliquer. Bon, c'est clair. La question, c'est l'exécution provisoire. Par contre, alors attendez, permettez d'abord, les réquisitions du parquet me semblent excessives. Premièrement, je ne doute pas que les juges... C'est le gouvernement des juges? Les juges, non. Je n'irai pas jusque-là, mais enfin, si on parlait du syndicat de la magistrature ou du mur des cons, oui, on pourrait le dire. Mais en tous les cas, je ne doute pas que le jugement qui sera rendu sera sans doute plus clément. Bon. Vous avancez. Merci pour l'écho. Non, cela étant, on vit dans un état de droit et quand on vous êtes pour l'exécution provisoire ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non, pourquoi? Parce qu'on ne le fait pas pour tout le monde, parce qu'on ne le fait pas tout le temps, et pourquoi on le ferait pour Marine Le Pen? Marine Le Pen, ça doit suivre. Vous êtes sur la ligne Darmanin? Il doit y avoir. Je ne suis pas sur la ligne de Darmanin du tout. Je suis sur ma ligne à moi. C'est Darmanin qui est sur la ligne Cadec. Gérald, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Je m'en fous. Alors, on a eu un renfort un peu inattendu de la France Insoumise par la voix de Jean-Luc Mélenchon, qui estime aussi que faire trancher les questions électorales
par le juge, ça n'est pas la bonne méthode. J'étais en même temps. On était en même temps au Parlement européen. D'abord, je veux bien pour tout le monde comprenne le débat. Nous avons rappelé les faits. C'est grotesque. Nous sommes parlementaires, nous avons des assistants parlementaires. Vous avez vu Cécile et Erwan là, qui nous écoutent et qui m'accompagnent. Eh bien, des députés européens du Rassemblement national ne connaissaient même pas leurs assistants parlementaires. Je veux dire, c'est une farce. Ce sont des pitres. Donc, on commence quand même par dire ça pour comprendre la situation. Ensuite, deuxième élément grotesque, tous ces gens-là qui s'agitent, la justice est laxiste, il faut des peines planchées, il faut l'automaticité des peines, il faut que les gens soient condamnés automatiquement. Alors là, ils s'agitent partout en disant « Ah non, mais pour Marine Le Pen, non, surtout pas, il va falloir absolument trouver des aménagements. » Ensuite, nous, notre position, c'est de dire « Il faut de l'ensemble des recours. » Le juge va décider, c'est à la justice. Il y a une indépendance des pouvoirs dans ce pays. Il faut épuiser les recours pour que la peine soit exécutée. Ah bah non, mais Tanguy, vous ne pouvez pas dire tout et son contraire. Vous dites on est dans un état de droit, mais vous n'êtes pas pour qu'on épuise les recours. Vous êtes pour l'exécution provisoire. Alors dites pas tout et son contraire. Je sais bien que vous êtes adepte de l'en même temps, mais quand même. Bon, alors, Martin. Mais c'est l'état de droit, désolé. C'est dans la loi. L'exécution provisoire, on peut passer par exécution provisoire et état de droit. La jurisprudence du Conseil constitutionnel est opposé à l'exécution provisoire pour les parlementaires. Aujourd'hui, c'est l'état du droit et de la jurisprudence. Mais je veux quand même souligner qu'il y a 4 millions d'euros en jeu. Si les faits sont avérés, c'est extrêmement grave. Ça n'a rien à voir avec l'histoire du MoDem, d'ailleurs. C'est beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de trafic, finalement, de cet argent public. Et donc, le Rassemblement national est non seulement grotesque, mais il s'est, à ce moment-là, fait un peu... Il s'est fait la laine sur l'Union européenne, en plus, imaginez. C'est avec l'argent des Européens. C'est l'argent des Européens, c'est pas que l'argent des Français. Moi, j'estime qu'il faut quand même rappeler qu'il y a ici abus de biens publics, enfin de fonds publics. Mais c'est pas ça mon sujet. Est-ce que vous voulez empêcher Madame Le Pen de se présenter à la présidentielle? Mais non, elle pourra. De toute façon, même si elle peut pas se présenter, un autre candidat pourra se présenter. Il n'y a aucune difficulté. Vous voulez pousser Bardella, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, chacun fait son choix. Autour de ce plateau. C'est au juge de prendre la décision. Et c'est heureux que ce soit au juge d'estimer l'appréciation de la loi par rapport au cas. Martin Vaugoul, pour faire la synthèse. Il y a une chose qui est sûre, c'est que ça peut avoir des conséquences majeures, puisque Marine Le Pen, qui pour l'instant était sur l'idée de ne pas trop censurer, en tout cas pas tout de suite, en tout cas le plus tard possible, Michel Barnier, a changé de discours. Donc, elle va durcir peut-être. Finalement, elle n'est pas la seule à jouer gros début janvier. Michel Barnier, d'une certaine façon, va jouer gros également. Vous êtes merveilleux, mon cher Martin, car vous me donnez une transition formidable vers le budget. Oui. Madame Le Pen vous répondra ce soir sur TF1. Écoutez Florent Le Pen, il est loin, mais écoutez-le quand même. Non, mais je veux dire, Madame Le Pen vous répondra ce soir. Florent Le Pen, ça y est, me voilà. Il est proche de la famille, mais quand même. Bon, non, pas à ce point-là, mais c'est des copains. Bon, alors on continue sur le budget. Oui. Donc, effectivement, Martin Vaugoul a souligné qu'il y avait un risque de censure, car il est vrai que Michel Barnier, même s'il a passé il y a quelque temps un coup de fil à Marine Le Pen, ne tient absolument pas compte des observations du Rassemblement national, et notamment les 14 milliards d'économies que préconise Jean-Philippe Tanguy. Donc ça commence à le chauffer un peu, le Tanguy, et comme les autres, et du coup, il menace effectivement de censurer et de s'associer à la motion de censure de la France Insoumise. Mais avant cela, le budget va passer au Sénat. Et au Sénat, il y aura un certain nombre de propositions qui seront faites, qui pourraient aller dans le sens à la fois de certaines propositions de la gauche, et à la fois dans le sens de certaines propositions du RN, pour essayer de trouver un juste équilibre dans ce budget. Je vous aime beaucoup, Alain Cadec, mais j'ai quand même, Alain Cadec, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait quand même... sur les collectivités locales, un effort financier un peu trop élevé, qu'il s'agirait de le réduire. De manière significative. Donc, je voudrais vous poser des questions. Où allez-vous trouver des économies? C'est toujours la question des journalistes, ça c'est facile. Ça. Oui. Moi, je sais où on en est arrivé en termes de dépenses et en termes de budget aujourd'hui. Si on en est là, on le doit au président de la République, à Emmanuel Macron, et à ses différents gouvernements. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, Michel Barnier, qui est courageux, essaye, avec son gouvernement, de trouver des solutions, les propose. Alors, il y a des solutions qui vont trop loin, sans doute, notamment s'agissant des collectivités locales, que ce soit les communes ou les départements. Et là, je pense qu'on peut
trouver un compromis pour moins d'efforts de ces collectivités. Laurent Wauquiez, alors après, attendez, vous permettez, vous m'aimez bien, moi aussi, je vous aime bien, je continue. Oui, justement, c'est pas une raison pour en abuser. Mais il y a eu des propositions de fait. Je vous dis, par tout l'ensemble de l'hémicycle à l'Assemblée nationale, et certaines sont intéressantes à prendre, d'où qu'elles viennent. Donc, ce que je constate, on peut trouver des solutions. Et je vais passer la parole à Pierre-Yves Cadin, c'est que malgré tout, Laurent Wauquiez a pris la parole dimanche dernier. Personne ne lui avait donné l'autorisation apparemment. Mais enfin, en tout cas, il s'est comporté comme un ministre du gouvernement pour dire que sur les efforts qui étaient demandés aux retraités, on allait raboter à nouveau. Donc je ne sais pas. Non, il ne voulait pas le rabot justement des 0,9%. Non, mais... Oui, c'est ça, il voulait enlever le rabot. Donc vous vous alignez sur les positions de la France Insoumise. Bon, et vous en êtes où alors? Si vous voulez, la première leçon en termes de l'examen du budget à l'Assemblée nationale, c'est que c'est un fort échec gouvernemental. C'est la première fois de la Ve République qu'un budget est rejeté en première lecture par l'Assemblée. Et ensuite, il est rejeté par ce que j'appelle l'alliance du parti de l'argent. Du Rassemblement national aux macronistes, tous ont refusé les nouvelles recettes. Moi, je dirais plutôt le contraire. Madame, vous êtes la planche de salut avec LR, avec le Rassemblement national, la planche de salut de Vincent Bolloré, la planche de salut de Bernard Arnault. N'insultez pas un breton. Vous voyez ce socle-là dont vous cessez de parler. Le socle, c'est celui sur lequel repose la fortune des milliardaires. Au moment du vote du budget, vous n'étiez pas là pendant l'examen du budget. Tous les députés macronistes avaient je sais pas comment la régie arrive à vous suivre. Il y avait quand même plein de gens absents. Et si vous voulez, le budget qui a été proposé est un budget où il y avait 40 milliards de recettes supplémentaires avec notamment des prélèvements, mais là où il faut aller chercher l'argent, sur les milliardaires. C'est la tête Zuckman d'un grand économiste, Gabriel Zuckman. 13 milliards sur les ménages les plus riches, 26 milliards sur les multinationales. Parce que l'État, si vous voulez, non mais vous pouvez répéter ces expressions, mais l'État en fait est faible aujourd'hui du fait des exonérations multiples. Depuis le début d'Emmanuel Macron, c'est 40 milliards annuels qu'on perd. Donc au bout d'un moment, ça affecte tout le monde, les collectivités territoriales, ça affecte l'hôpital public auquel je suis attaché, parce qu'avec nos recettes, on avait commencé à créer des nouvelles dépenses, la titularisation des ESH, 4 000 enseignants en plus. Les impôts de production, c'est bon pour les entreprises. Il y avait des choses. Les entreprises multinationales doivent payer leur part. C'est ça que l'Assemblée a envoyé comme message en commission des finances. Et si vous voulez, c'est dommage que ce budget n'ait pas été adopté. Il est disponible et effectivement, les idées de ce budget sont disponibles au Sénat. Ce que je constate quand même, c'est que le budget qui a été rejeté en fait à l'Assemblée nationale, et j'étais présente lors du vote, a montré qu'en fait, vous n'aviez pas de majorité. Et que vous comptez en tout et pour tout sur le Rassemblement national. Et les 40 milliards de fiscalité supplémentaire, monsieur, les 40 milliards de fiscalité supplémentaire, vous les avez votés avec la connivence du Front National. Ok, Liliana Tanguy, on me dit que vous avez des ambitions, que vous voulez prendre la présidence de la délégation française du Conseil de l'Europe. Vous nous expliquerez à quoi sert le Conseil de l'Europe. Mais ce que je constate aussi, c'est que Viktor Orban, aujourd'hui, conforté par la victoire de Donald Trump, l'appui du Premier ministre ou du président, je ne sais plus, de Tchécoslovaque, M. Fico, de Mme Meloni, la première ministre italienne, est en train de devenir une force réelle et l'interlocuteur des États-Unis en Europe. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec vos petits bras face à cette force puissante? Sur quoi vous allez vous battre? Déjà, on va continuer à combattre ces forces qui sont effectivement en augmentation, mais qui sont surtout qui se nourrissent du populisme et de la démagogie. Et également demander à M. Orban de respecter ses engagements en tant qu'État membre de l'Union européenne, parce que sur le plan de l'État de droit, de l'indépendance de la justice dont on parlait là à l'instant, il y a quand même des progrès à faire. Et donc, pour le moment, M. Orban est dans une stratégie transactionnelle. Il essaye de négocier au maximum, mais on ne laissera pas faire. Florent Kersozon, la réception de Viktor Orban à l'Assemblée de Strasbourg a été particulièrement houleuse. Il a d'ailleurs dit, à propos de Mme von der Leyen et surtout Mme Meyer, qui a fait un discours très violent, ils me le paieront. Écoutez, j'ai vu que votre chef de file, Gilles Pénel, avait fait un tweet là-dessus. Oui, bien sûr, Gilles qui a accueilli Orban lui-même et qui a discuté avec lui, alors que Mme Mayer a trouvé malin d'accueillir Orban comme s'il était le balayeur au lieu d'un chef d'État. Mais ça, c'est le problème de Mme Mayer.
elle croit qu'elle est la présidente du Parlement européen. Ça n'est pas le cas. C'est vrai. Et voilà. Bon, ok, merci. Merci. Aujourd'hui, juste un mot quand même. Bon, sur et l'Europe. après, Pierre, juste un mot sur l'Europe, excusez-moi. Aujourd'hui, la France est particulièrement affaiblie en Europe. Je dirais pas ça quand même. Aujourd'hui, et d'ailleurs... à cause de Macron, d'ailleurs. La validation du Mercosur dans les jours qui viennent va être un drame pour la France. Et ça prouve bien que la France n'a plus aucune influence à Bruxelles et à Strasbourg. Et que les Allemands ont pris tout le pouvoir. C'est fini, l'émission est terminée. Juste un mot à Pierre-Yves Cademar. Un mot. Si on parle de la voix de la France, elle défend les principes républicains, universalistes, et elle doit s'opposer au gouvernement d'extrême droite et à tous ceux qui contreviennent au droit international dans toute hypothèse. Martin Vaugoud, un mot pour conclure. Vous avez raison, cet axe qui se dessine est très perturbe le fonctionnement. On le voit puisque les commissaires n'ont pas encore été validés. C'est une des conséquences. La commission von der Leyen n'est pas encore en place. L'Europe s'est droitisée depuis quelques années, très clairement. C'est évident. Un mot. Oui, mais moi, j'insiste pour dire qu'il y a aussi des forces progressistes qui sont très présentes, et je me porte quand même le porte-parole de la France. Temps, peut-être. Non, parce que je vais vous dire, j'étais à la COSAC à Budapest il y a quelques semaines, et je peux vous dire que la France a été applaudie. Personne ne sait ce que c'est que la COSAC. Eh ben, si, c'est une conférence qui réunit toutes les commissions des parlements nationaux. Vous êtes là et vous vous battrez. Avec les Allemands. Ce sera le thème d'une prochaine émission. Merci à tous, merci Florent, merci Liliana, merci Alain, merci Martin, merci Pierre-Yves, et passez un bon week-end, et on se retrouve évidemment la semaine prochaine dans le Café du Commerce.